see my patience, I just came here to defend. Bienvenue, merci d'être présents si nombreux pour cette conférence, surtout avec le sujet qui était un petit peu vague. Je ne suis pas sûr que vous sachiez exactement de quoi on va parler. Je vais passer quelques minutes très rapides à présenter Deezer parce que je pense que vous connaissez le produit, pas forcément ce qui se passe derrière le produit. Donc tout d'abord, on est une société française. Le siège est basé à Paris. Quasi exclusivement tout le développement se base à Paris. Pour vous présenter la boîte, on a quelques chiffres. Donc je ne sais pas si vous pouvez essayer de deviner ce qui se cache derrière ces chiffres. Le 3, si vous avez une idée. Non, c'est pas les bâtiments. C'est pas les fondateurs, bien essayé. Non, on a 3 moutons. On a 3 moutons qui se baladent dans les locaux, qui se font décorer régulièrement. On a 50 éditeurs Deezer, ça c'est une de nos particularités. Pour tout ce qui est recommandation, on associe l'algorithmique et l'humain. Donc on a 50 personnes dont le boulot à temps plein ou à temps partiel, c'est d'écouter de la musique, de recommander de la musique, d'indexer de la musique. Chaque personne est spécialisée dans un genre, et il y a plusieurs genres, du genre le rock ou la pop, où il y a des sous-genres, notamment par surface géographique. Et puis pour entrer un petit peu plus dans la tech, on a aujourd'hui à peu près 700 serveurs et équipements réseau, et on a un espace de stockage de 2,5 pétaoctets qu'on va utile, donc je ne comprends pas la réplication, 2,5 pétas utile, et on va probablement doubler cet espace-là dans les prochaines semaines. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, un petit peu 106 millions d'utilisateurs payants, on en a beaucoup plus en gratuit, 40 millions de titres et 100 millions de playlists qui aujourd'hui ont été générés sur Deezer. Donc Deezer, en fait, il y a plein d'équipes qui font beaucoup plus de choses que juste de la techno. On est une petite centaine à faire vraiment le produit. Donc développeurs, designers, coach agile, chef de produit. Et on est en tout 400 personnes dans la boîte. Donc il y a 300 personnes qui ne font pas de près ou de loin du dev, mais des fonctions marketing, des fonctions commerciales. Il y a beaucoup de fonctions autour des relations avec les labels, pour nous pousser du contenu, pour négocier les droits, pour avoir le droit de diffuser la musique, et puis pour payer ensuite les artistes, les ayants droit, etc. On a pas mal de gens qui s'occupent de cette partie-là. Et les teams techniques, je vais passer rapidement parce qu'on va le revoir. Il y a un des sujets où je parle un petit peu plus de l'organisation des teams tech. En termes de techno, vous avez le Kakemono où on a nos principales techno. Donc le back-end est fait en PHP et bientôt Symfony. On est en cours de migration d'un framework maison vers Symfony 3. Pour les apps iOS, Android et Windows, on utilise les frameworks natifs. Et ensuite on a d'autres technos, donc Git qui est tout l'open source et sous Git, Python pour une partie des développements des outils internes, Spark, on est en train de migrer beaucoup de jobs Big Data en Spark, Elasticsearch qui prend une application de plus en plus grande dans nos projets, dans nos fonctionnalités. Et puis en termes d'organisation, on en reparlera très rapidement, on utilise les outils Atlassian pour gestion de projet et Slack pour communiquer au sein de l'équipe de dev. Donc voilà, ça c'était pour la présentation rapide de Deezer. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter en fait 10 choses que j'ai appris depuis que je travaille chez Deezer. Donc je m'appelle Christopher Maneux, je suis développeur mobile et Engineering Effectiveness Lead. Ce deuxième titre, en fait, mon rôle, c'est de faire en sorte que les développeurs soient bien chez Deezer, et 2, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler de manière efficace, pour pouvoir shipper des fonctionnalités avec le moins d'efforts possible et le moins de temps possible. Donc les missions sont extrêmement variées, on pourra en parler un petit peu plus dans les questions-réponses. Et ça c'est une nécessité parce qu'on a fait grossir les équipes. Vous verrez quelques chiffres, on a fait grossir les équipes de dev très rapidement en très peu de temps. Donc on a besoin d'avoir de temps en temps quelqu'un qui se pose et qui regarde un petit peu l'évolution et mettre à jour nos méthodes de développement. Donc pour vous parler de ça, il faut que je vous parle juste un petit peu de ce que j'ai fait avant. Ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis chez Deezer, et avant ça j'ai travaillé dans des sociétés de taille très différentes. La start-up qui n'avait pas encore de financement jusqu'au groupe du CAC 40, et dans des métiers extrêmement différents comme la rencontre amoureuse, le stockage d'eau de vie de cognac et le domaine militaire. Maintenant je fais de la musique. Voilà, donc j'ai travaillé dans plein de trucs et pourtant j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis chez Deezer pour plusieurs raisons.
La première, c'est que on est une société qui évolue très rapidement. Donc on a une vitesse, en fait, une cadence à la fois de sortie de fonctionnalités, de produits, mais à la fois de grossissement d'équipe, qui fait qu'on a des problématiques qui sont extrêmement spécifiques. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à la taille en fait de notre société, on s'adresse à beaucoup d'utilisateurs qui sont répartis dans 183 pays aujourd'hui. Et ça aussi, ça apporte son lot de problématiques assez uniques. Et donc l'idée, c'est de vous présenter 10 problématiques, certaines très techniques, d'autres autour de la technique, que j'ai rencontrées dans ces 3 ans et demi. Donc la première chose que j'ai dû apprendre, c'est à jouer au baby. Donc du coup, j'ai plus que 9 choses à vous raconter. Donc je vais vous laisser découvrir les sujets que j'ai choisis pour aujourd'hui. Donc normalement, vous ne comprenez toujours pas de quoi je vais parler. Si c'est le cas, c'est normal. Donc on va commencer par la localisation. C'est un sujet que j'ai réellement découvert chez Deezer. J'avais déjà fait des applications français et anglais. Donc je savais que les langues, les dates n'étaient pas écrites de la même manière d'une langue à une autre. Ça, ok, mais je suis passé à un step supérieur depuis que je suis chez Deezer. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de pays que toutes les applications sur lesquelles j'avais travaillé avant. On a 31 langues. Et on verra pourquoi c'est important d'aller chercher ces langues, et pas forcément d'un point de vue technique. Et puis on a un autre enjeu qui est le nombre de plateformes. On a au minimum 5 plateformes, iOS, Android, Windows, Web, Desktop Mac et Desktop Windows. Et puis il y a toutes les applications qu'on a sur les Smart TV, qui sont embarquées dans les voitures, qui sont embarquées dans des devices spécifiques. Et là aussi, il va falloir traduire. Et bien évidemment, toutes ces plateformes ont leur propre manière de gérer la traduction. C'est pas les mêmes formats de fichiers, c'est pas la même manière d'utiliser les paramètres. Sur iOS, c'est comme du C, on a pourcentage %S, pourcentage %F, etc. Sur Windows, c'est accolade 0, accolade 1. Ben voilà. Et pourtant, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir les mêmes fichiers de traduction pour assurer une qualité dans la traduction et une uniformité à travers nos différentes plateformes. Qu'on ait le même texte, qu'on soit sur Android ou sur iOS, sauf s'il y a un élément spécifique qui doit changer, parce que ça s'appelle centre de notification sur Android et Action Center sur Windows. Donc là, pour le coup, il faut changer la traduction parce qu'il y a un lien réel avec la plateforme. Et la localisation, c'est compliqué à plein d'égards. Déjà en termes de langue, donc ça c'est un graphique qui représente les langues réparties par utilisateur Deezer. Donc c'est une métrique qui est propre à Deezer. On ne remarque pas tout à fait cette répartition-là de langues dans les autres applis. Pourquoi ? Parce qu'on est majoritairement une application française. On existe en France depuis bien longtemps que dans les autres pays. Donc on a un tiers de nos utilisateurs qui parlent le français. Alors que dans la répartition mondiale, on a beaucoup moins d'utilisateurs qui parlent français que ça. La deuxième langue, c'est l'anglais. Et là, la première chose dont on s'aperçoit, c'est que français plus anglais, ça couvre que 50% de nos utilisateurs. Et en fait, au niveau des App Store, si vous targetez que l'anglais, vous ne targetez que 25% de vos utilisateurs. Donc on se dit l'anglais, c'est la langue universelle, on fait notre app en anglais et on touche un marché grand. Mais en fait, vous toucherez que 25% du marché des smartphones. Pour passer au-delà de 50%, au niveau mondial, il faut rajouter l'espagnol et le mandarin. Et il vous faut 8 langues pour monter au-delà de 90%. Donc en fait, on vous parle en termes de développement d'applications d'un point de vue commercial, marketing, de gros hacking, etc., de plein de techniques, d'envoyer des pop-up, d'acheter du trafic, etc. Mais en fait, l'une des premières actions que vous avez pour augmenter votre marché d'utilisateurs, votre potentiel d'utilisateur, c'est de traduire l'application. Et c'est vraiment important parce que si vous enlevez le texte qu'il y a dans une application, les utilisateurs risquent tout simplement de ne pas la comprendre. Il y a plein de gens qui ne parlent pas du tout l'anglais dans le monde. On est un peu déviés, nous, parce qu'on baigne dans un milieu anglophone, dans la techno. Mais finalement, il manque plein de gens pour adresser le vrai marché des utilisateurs de smartphones. Alors, Category Name n'est pas passé sur ce PC. En fait, derrière Category Name, donc il y a normalement un chiffre, 23. Ce camembert-là, c'est 23 langues. Ça représente 23 langues. Donc en fait, on voit que pour aller adresser le maximum de potentiel, au fur et à mesure, on va devoir aller chercher de plus en plus de langues. Et bien évidemment, la complexité, elle ne vient pas de traduire son application en français, en anglais ou en espagnol. Ça, c'est assez facile. Mais c'est d'aller chercher toutes ces langues-là et toutes les problématiques qu'il y a dans ces langues-là. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui parlent arabe ou russe ? Ne serait-ce qu'un tout petit peu, je ne vous demanderai pas de parler.
Ouais, pas beaucoup. Vous devez savoir les formes plurielles. Vous avez déjà dû entendre parler des formes plurielles. En fait, le pluriel en français est assez simple. Il y a le singulier et le pluriel. Dans d'autres langues, en fonction du type de pluriel, ça ne va pas s'écrire de la même manière. Notamment en malais, une fleur, en malaisien, ça se dit bunga. Et si vous voulez dire un certain nombre de fleurs, et vous connaissez le nombre, 18, ça va avoir une autre version. Mais par contre, si vous voulez dire des fleurs, sans savoir exactement le nombre de fleurs qu'il y a derrière, mais en fait, vous devez doubler le mot. Donc, des fleurs en malaisien, ça se dit bunga bunga. Bon, ça rappelle quelque chose à certains. En italien, mais qui n'a rien à voir en termes de traduction. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, si vous gérez le malaisien, si vous avez du pluriel, tous vos labels de texte dans vos applications peuvent faire le double de longueur que ce que vous avez prévu. Donc ça veut dire qu'il faut penser tous vos écrans avec des labels qui ont 2 fois la taille de ce qu'ils auraient en anglais. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de problématiques qu'on a derrière qui sont assez intéressantes. Et il y a d'autres choses qui sont encore plus compliquées. La langue anglaise compte aujourd'hui à peu près 1 million de mots. Donc on peut se dire qu'on a largement de quoi tout traduire. Et pourtant, il y a des mots qui sont intraduisibles en un seul mot en anglais. Abbiocco, par exemple, c'est un mot qui n'a pas de traduction en anglais. Abbiocco, c'est un mot italien qui veut dire une petite sieste, on est en train d'un petit peu de s'endormir, souvent après un repas, ou comme là en début de conférence. Donc ça, c'est un mot qui est intraduisible. En français, dépaysement. Il n'y a pas de mot anglais pour dire dépaysement. Si vous voulez traduire dépaysement en anglais, vous allez être obligé de faire une phrase. Voilà. Donc ça apporte des problématiques assez intéressantes. Et on va passer à un petit coup de pub. Il n'y en aura pas beaucoup dans la présentation. Mais c'est qu'on est en train d'ouvrir un stage chez Deezer pour travailler sur ces problématiques-là. Vous venez nous voir à la fin de la présentation si ça vous intéresse pour en discuter. Globalement, c'est un stage de dev web. On n'est pas fermé sur la techno. On veut juste entre guillemets un framework web moderne et des technos qu'on gère déjà. Donc ça sera soit du Symfony, soit du Django, soit du Node.js. Le stagiaire sera associé à la phase de développement produit. Donc on fera la planification des sprints ensemble, on fera de l'ergonomie ensemble, etc. Et si le projet à la fin du stage est viable, on le mettra en open source et on fera juste que passer le repo Git de GitHub de privé à public. Donc ça sera votre nom qui sera sous le repo Deezer. Donc si ça vous intéresse, venez nous voir ou allez sur dzr.fm/bocal42, bocal étant le nom du projet en question. Donc on va passer à un autre sujet qui est la neutralité du net. Donc la neutralité du net, expliqué très simplement, je ne sais pas s'il y a des experts de la neutralité du net ici, mais normalement quand vous avez un accès à Internet via un fournisseur d'accès, il est censé vous offrir la même qualité de service, quel que soit le service que vous allez consulter sur Internet. Il ne doit pas y avoir de préférence ou de limitation parce que vous utilisez un service ou un autre. En fait, on a eu un bug il y a quelques temps sur les applications mobiles. Le constat qu'on a, c'est sur les commentaires des stores, un pic de commentaires du type ouais, l'application, elle est marquée un gros bandeau en haut avec marqué offline, et pourtant j'ai 4 barres et 4G sur mon téléphone. Et c'est tout ce qu'on a comme information. Mais il y a plein de commentaires qui apparaissent de ce type-là, donc on sait qu'il y a un souci. On a des outils de télémétrie, donc toutes les exceptions qui arrivent sur les applications mobiles sont remontées à une plateforme centrale qui agrège toutes les exceptions et un certain nombre de stats, et on ne voit rien. Les courbes ont la même tendance, il n'y a pas de nouvelles erreurs ou de nouvelles exceptions qui sont apparues. Donc pas d'indice pour arriver à savoir ce qu'il y a. Alors bien évidemment, on sort nos téléphones et puis on joue nos plans de test. On a des jeux de test manuels, on a aussi des jeux de test automatisés. On joue nos jeux de test manuels sur des cartes SIM, sur du Wi-Fi, avec le Wi-Fi coupé, dans la rue, etc. Tout va bien. Ben voilà, il y a des problèmes, mais on sait juste pas ce qui se passe. Après quelques jours, donc on continue à monitorer ces commentaires. Après quelques jours, il y a un utilisateur, à la fin du commentaire, il dit « Ah, mon téléphone, c'est ça, mon OS, c'est ça, et ma carte SIM, c'est ça. » Et donc là, on a le nom d'un opérateur téléphonique. Ni une ni deux, on fait le tour des employés de Deezer, on trouve des gens qui ont des cartes SIM de cet opérateur-là, on teste une première carte SIM, on fait notre jeu de test, tout fonctionne. On prend une deuxième carte SIM du même opérateur, on teste, et là, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, c'est cool parce qu'on arrive à repro le problème. Et donc là, on creuse. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde quel est le code
qui dans l'application fait en sorte que notre bandeau passe de offline à online. Et donc ça, c'est un extrait du code de l'application Windows Phone. Donc on va faire une requête HTTP. En fait, comment on fait pour vérifier qu'on a accès à Internet? On fait une requête HTTP sur le robot.txt sur le domaine de notre API. D'accord? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pourrait très bien avoir accès à Google, mais nos serveurs peuvent être morts pour X ou Y raison. On verra tout à l'heure un problème qui a failli faire tomber le site Internet en entier. Donc ça permet de nous assurer que la résolution DNS est OK pour le même nom de domaine qu'on utilisera pour faire nos requêtes. Et puis on estime que si le front-end de notre API arrive à renvoyer le robot.txt, bah, a priori il arrivera à renvoyer autre chose, ou alors ça veut dire qu'on a un énorme problème côté serveur, et là on a la télémétrie côté serveur qui nous avertira, attention, il y a vos serveurs SQL qui sont tombés, ou il y a vos front-end qui sont tombés, etc. Donc on estime que c'est suffisant. Et on fait une autre chose, on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est qu'on met un timeout à 3 secondes et demie. On considère que si on n'est pas arrivé à récupérer un robot.txt qui est vide en 3 secondes et demie, c'est qu'a priori on n'a pas assez pour faire une requête JSON derrière ou pour récupérer des images ou encore moins pour streamer de la musique. Donc rien d'évident là-dedans. Donc on continue, il y a des 3 petits points, vous voyez là-haut, donc il y a du code un peu avant, on n'explore pas à bas et puis ce qu'on commence à faire c'est qu'on commence à commenter notre code pour faire la requête la plus simple. Et puis on tombe sur ça dans la liste. En fait, on a notre client HTTP est un client custom par-dessus le client du framework qui a plein de fonctionnalités, notamment la priorité des requêtes, le cache local, etc. Le fallback sur le cache si on n'arrive pas à faire une requête. Et puis là, on voit qu'on utilise un header HTTP, if modified since, qu'on inclut dans toutes ces requêtes-là. On le décommente, ça fonctionne. Sur la carte SIM qui ne fonctionne pas. OK. Le phénomène qui se passe, c'est que si on rajoute sur n'importe quelle requête ce header HTTP via ces cartes SIM-là, on prend automatiquement une latence de 10 secondes sur toutes nos requêtes. Et on a un timeout à 3 secondes et demie. Donc on comprend le résultat. Donc on va voir la doc. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est devdocs.io. Ça regroupe en fait les docs techniques de plein de langages, plein de frameworks, quasiment toutes les RFC, etc. Donc ça peut être pratique. Donc je regarde if modify since, ok, donc c'est bien un header HTTP standard. On regarde la forme qu'il a, on lit un petit peu, on utilise, enfin le header HTTP qu'on génère est correct. Voilà, le seul souci c'est que y a un souci côté Orange. Merde, j'ai dit le nom de l'opérateur. Il y a un souci côté d'un opérateur historique qui en fait dans certains cas va cacher les réponses. Il fait des trucs à lui. Il peut y avoir plein de entre votre application mobile et votre serveur. Il peut y avoir plein de choses. Les opérateurs internet, voire les sociétés, les grandes entreprises ont souvent des caches entre leur point d'accès à internet et vous. Si dans une entreprise avec 1500 postes, il y a tout le monde qui va sur Google, l'entreprise va avoir un serveur de cache HTTP pour cacher les CSS, JS, etc. pour aller les interroger qu'une seule fois pour tous ses employés. Donc c'est probablement quelque chose de ce type-là, qui avait une mauvaise configuration, et dans ce cas-là, il essayait de faire quelque chose, et lui aussi devait avoir un timeout à 10 secondes pour faire une opération, sauf que ça ne matchait pas avec nous. Donc du coup, on fait le fixe, on le publie. Ça a juste un peu pourri notre historique Git avec quelques commentaires, mais on a réussi à résoudre le problème. Alors qu'est-ce qu'on a appris de ça? Déjà, c'est que la télémétrie, ça ne nous suffit pas à savoir réellement ce qui se passe dans notre application. Vous pouvez avoir tous les logs que vous voulez, il y a des fois des choses qui passent en dehors des logs, et sans compter, pour vous donner une idée, je crois qu'on génère 1,5 Tera par jour de logs, je crois. Quelque chose comme ça. Et on stocke tous ces logs-là à vitam aeternam, d'où les quelques pétas qu'on a. Donc vous voyez, même avec 1,5 Tera de logs générés par jour, on n'arrive pas à avoir toutes les infos. Surveillez les commentaires du store si c'est une application mobile. Nous, on utilise un service qui s'appelle AppBot, qui en fait nous fait un petit résumé tous les jours des nouveaux commentaires, et en plus qui les agrège par sentiment, par positivité, etc. Donc ça nous permet de filtrer rapidement les commentaires. Et puis détecter si on a du réseau ou pas, c'est pas si simple que ça. Donc si on vous demande un jour de faire une feature dans une application, change le comportement en fonction de si tu es connecté ou pas, c'est pas si simple. Et on verra tout à l'heure un autre exemple. Donc c'est un autre sujet. Donc je vais varier les sujets, il y en aura des très techniques, je vous l'ai dit, il y en aura des très techniques, d'autres un peu moins. Celui-là est un peu technique, mais c'est un de ceux qui me fait le plus rire, parce qu'il est juste improbable. Donc là, pour le coup, c'est la télémétrie qui nous a averti d'un problème.
on a un pic de ces exceptions-là. Donc ça, c'est une exception interne. On a des classes d'exception à nous. Et puis il nous dit, j'arrive pas à récupérer les paramètres du serveur. Et vous voyez, data égale cote et rien derrière. Et là, normalement, on a la réponse HTTP. Et si jamais on a une erreur, un code HTTP qui est autre que 200, c'est pas ce message d'erreur-là. Donc ça veut dire qu'on a un code HTTP de 200, mais on a un contenu qui est a priori vide. Enfin, du moins, on ne le voit pas dans notre dashboard. Donc c'est bizarre. Alors, ce système-là, en fait, dès qu'on a une nouvelle erreur qui apparaît, ça nous envoie un mail. Sauf que, bien évidemment, on a mis un filtre qui fout tous ces mails dans un coin. Donc on va dans ce coin-là, et puis là, on s'aperçoit qu'on a ça dans l'objet du message. Et donc là, on retrouve could not retrieve settings, server error, data, et puis là, on a du HTML. OK. Donc j'affiche le mail. Donc là, déjà, c'est bizarre parce que c'est une exception qui est envoyée par un serveur mobile, et notre service ne va pas cleaner le HTML, mais va l'afficher. Si les injections XSS vous parlent ou d'autres trucs comme ça, vous vous rendez compte que c'est quand même pas terrible. Et puis on a Wi-Fi gratuit du camping de Péroche. Bon alors on se renseigne. Donc le camping de Péroche est un superbe camping qui est dans l'Ardèche. Donc je vous invite à aller voir leur site internet, ils font des promos en ce moment. Donc c'est un super camping qui offre un accès Wi-Fi, mais comme beaucoup d'accès Wi-Fi gratuits, on est obligé d'accepter, soit juste de faire d'accepter, soit de donner une fausse adresse mail et puis ensuite d'accepter. Et en fait, ce qui se passe en général, c'est que tous ces systèmes-là fonctionnent de la même manière. Il y a un DNS qui vous répond, mais quelle que soit la requête DNS que vous faites, ça va vous renvoyer leur adresse IP à eux. Et derrière, il y a un serveur HTTP qui est bindé juste sur le port, qui répond à n'importe quel nom de domaine et qui envoie l'info. Et en fait, nous, ce qui se passe, c'est que comme on reçoit un HTTP 200, on considère que la requête s'est bien passée. On attend du JSON, on l'envoie à notre parseur JSON, qui lui reçoit donc le HTML, comprend pas, lève une exception, l'exception est récupérée par la télémétrie, et dès que l'utilisateur retrouve du net, on envoie la télémétrie. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors c'est pas arrivé cet été-là qu'au camping de la Péroche, on a d'autres suggestions de camping à vous faire. La Chapelle, les Galets, etc. Donc c'est arrivé à plein de campings, et en fait il se trouve que cet été-là, je crois que c'était l'été 2014, ça a été notre plus gros pic d'exception, les problèmes de camping. Voilà. Donc on n'a pas pu faire grand chose dessus, mais c'était assez marrant de voir cette exception-là. Donc qu'est-ce qu'on a appris? Tout d'abord, on ne peut pas se fier en fait au code de réponse HTTP, et on ne peut pas se fier même au content type qui est envoyé par le serveur, parce que dans ces cas-là ou dans d'autres cas, on a aussi le problème avec un serveur de publicité qui est censé nous renvoyer du XML, mais de temps en temps nous renvoie du PHP quand il y a une erreur. Donc forcément les parseurs n'aiment pas trop ça. Donc ça c'est la première chose, donc vérifier, bien gérer ce contenu-là. Et puis la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a rajouté un système de filtre dans notre système de télémétrie pour quand on détecte un certain type d'erreur, ne pas les remonter. Le client sait tout seul qu'il ne doit pas remonter ce genre d'exception. Et pour ça, j'ai créé un système qui s'appelle LogHash, qui aujourd'hui est juste une norme de login. On est en train de faire des clients dans différents langages, et on commence à le mettre en production en ce moment. C'est assez long, donc on pourra en parler après si vous voulez, ou dans les questions-réponses. Mais je vous invite par curiosité à aller voir ça. Je ne vous l'ai pas dit, mais je mettrai toutes les slides en ligne juste après. Donc tout ce qui est lien, etc. Vous embêtez pas à les noter, je les publierai sur mon Twitter, et puis je vous donnerai le lien, ça sera sur SpeakerDeck. Le firmware qui reboot. Alors le film, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez des questions à la fin des présentations, n'hésitez pas, parce qu'on va balayer des sujets assez divers et variés. Donc voilà, si vous avez des questions sur le moment, c'est plus simple d'y répondre avant de changer de sujet que peut-être à la fin. Alors ça a failli faire tomber le site Deezer en entier. Et pourtant, c'est une opération qu'on a l'habitude de faire assez régulièrement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur l'archi de Deezer, c'est qu'on est un petit peu à contre-courant de ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. On n'a rien sur le cloud. Tous les serveurs sont à nous, on achète nos serveurs, on a les serveurs qui sont up 100% de l'année, malgré qu'on ait des pics de charge dans l'année. Et on gère tout nous-mêmes, de l'achat, l'installation du matériel, la configuration de l'OS, le déploiement de toute la stack technique dont on a besoin, la mise à jour des frameworks, le déploiement du code, le monitoring, etc. Tout ça est géré en interne dans la société.
Donc on fait une opération de routine, c'est-à-dire que nos serveurs sont configurés pour aller télécharger tout ce qui est les firmware et BIOS, aller faire les updates de manière automatique. Donc ils vont télécharger les updates automatiquement, ils ne les appliquent pas automatiquement, ils attendent le prochain reboot. Comme ça, nous on maîtrise le moment où on reboot la machine et donc le moment où le patch va s'appliquer. Mais l'idée c'est d'être au plus proche des dernières versions. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie toujours la version N-1 de la dernière version qui est disponible, sauf en cas de patch de sécurité, auquel cas on déploie la dernière version. Et comme ça, on laisse la dernière version fraîche cracher d'autres systèmes que le nôtre, et puis si on voit que c'est stable, on récupère le truc. Et donc on a un système qui s'appelle un iDRAC, qui est un système en fait, qui permet de manager à distance les serveurs, de changer les paramètres du BIOS sur une grappe de serveurs, de reboot les serveurs, de déployer un OS sur le serveur, etc. Et donc eux ont un système de mise à jour qui est indépendant. Et le système n'est pas tout à fait pareil, puisque on a globalement un iDRAC par rack, et chaque iDRAC doit fonctionner avec un système de gestion centralisé. Donc ça fait plein de systèmes qui ont des mises à jour différentes, etc. Donc on est un petit peu plus souple, parce que si on perd un iDRAC, on perd la gestion de 40-50 serveurs d'un coup. Donc on ne met pas à jour les iDRAC sur la même routine que les serveurs eux-mêmes. Donc le problème qui s'est passé en avril, c'est qu'on a une campagne de mise à jour des iDRAC, de la version 2.1 à 2.2, en sachant que la 2.3 venait de sortir. On teste quelques machines en 2.3 pour vérifier que ça fonctionne. Et globalement, tout fonctionne bien sur la 2.3, mais on passe donc de la 2.1 avec 2.2 en respectant la politique que je vous ai dit d'être sur la version N-1. Et là, il se passe quelque chose d'assez fou. C'est que c'est une mise à jour des iDRAC qui a déclenché en fait une mise à jour automatique des firmware. Donc les firmware ont essayé de récupérer la configuration de l'iDRAC, qui n'a rien à voir. Hein. L'iDRAC, globalement, c'est un KVM. S'il y a des termes, je ne connais pas trop les promos, s'il y a des termes, n'hésitez pas à demander s'il y a des termes que vous ne connaissez pas. Donc c'est globalement un KVM, n'a rien à faire avec la configuration de la carte RAID ou de quoi que ce soit. Il décide quand même de télécharger la configuration, donc bien évidemment il ne la comprend pas. Et donc qu'est-ce que décide de faire le système? Graceful shutdown. Et donc là on commence à avoir les serveurs au fur et à mesure qui tombent. Alors qu'il n'y a pas de reboot, c'est une procédure normalement, celle-là, qui se fait sans reboot ni de l'iDRAC, ni de la machine. Donc là, on a été obligé en urgence de passer les serveurs en 2.3, qui n'avait pas le bug. Et on a réussi à faire ça, on a eu de la chance, parce que ça a fait tomber en fait que quelques serveurs. Donc on a réussi à maintenir la charge, puisque en fait, nos serveurs sont sizés pour tenir la charge du 31 décembre, qui est notre jour avec le plus d'activité. Et donc on a réussi à tenir et à upgrade tout le reste des serveurs assez rapidement, mais ça aurait pu complètement faire tomber le site en quelques minutes. Et puis quand vous avez les serveurs qui décident de se shutdown tout seul quand vous les rallumez, sur 700 serveurs, ça peut être compliqué avant de revenir à un état normal. Donc du coup maintenant en fait on a changé, on a appliqué une bonne pratique du secteur qui est ce qu'on appelle les fault domains et les update domains. Donc les fault domains en fait c'est de regrouper un ensemble de serveurs qui ont un point de défaillance unique. Donc par exemple par rack il y a une alimentation, un switch réseau pour tout le rack et un iDRAC. Donc si un de ces trois composants tombe, c'est la grappe de serveurs entier qui tombe. Et ensuite on a les update domains. Donc l'idée en fait c'est de déployer les mises à jour d'OS, de framework et de code progressivement sur tous les serveurs. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un croisement entre les fault domains et les update domains. Donc en fait, on va envoyer d'abord le code sur une partie de nos instances qui sont dans le fault domain A. Si ce code tourne, du coup, on va le déployer dans un autre fault domain. Voilà, pour éviter ce genre de soucis et pour éviter qu'on ait tout un morceau de l'infra qui tombe. Alors je vous conseille deux ressources pour creuser ce sujet. Le premier, c'est un bouquin qui vient de sortir, Site Reliability Engineering, qui est fait par les équipes de Google, qui ont inventé d'ailleurs ce nom de métier-là. Et le deuxième, c'est un site internet, en fait, c'est un bouquin en ligne qui propose des cours un petit peu de base dans ce domaine-là, DevOps et SRE,
qui est gratuit, qui est fait pareil par la communauté. Donc il y a des gens de plein de boîtes différentes, de Square, de Etsy, de Dropbox, qui contribuent en fait à ce guide-là, qui parcourt un ensemble de techno et de bonnes pratiques sur ce sujet-là. Ça, c'est un bon sujet, ça, non? Donc on va parler petit déjeuner, mais surtout on va parler gestion d'une équipe et gestion de la croissance d'une équipe. Ce graphique-là, ça représente le nombre d'employés de Deezer en fonction des années. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'à peu près tous les 18 mois, on double la taille des équipes. Globalement, sur les 4 dernières années, on a recruté une personne par semaine. Donc toutes les semaines, il y a une personne qui arrive. Et il y a eu, il n'y a pas longtemps, une semaine avec 15 personnes dans la semaine. 10 ou 15 personnes. Ouais, 10 personnes qui sont arrivées la même semaine. 10 nouveaux dans la même semaine. Donc c'est voilà, on grossit très vite. Donc du coup, les équipes tech, le nombre de devs grossit aussi vite. Et avant ça, on avait une organisation un petit peu comme ça, par techno. Donc par exemple, on avait un lead mobile. Ensuite, on avait un lead par plateforme technique. Et puis en dessous, on avait tous les développeurs de la plateforme. Donc ça marchait bien quand on était une petite équipe. Mais quand on commence à atteindre 8-10 personnes par plateforme, ben les 8-10 personnes ne travaillent pas en même temps sur le même sujet. À côté de ça, en fait, on avait des chefs de produits et des chefs de projet qui se battaient auprès des leads pour avoir du temps de développeurs, entre guillemets, pour pouvoir faire leurs features. Mais du coup, peut-être que les développeurs Android étaient disponibles avant les développeurs iOS, donc ils commençaient à travailler sur la nouvelle feature, et puis après, bah, c'était les développeurs iOS qui étaient dispo, mais du coup, les développeurs Android, ils étaient partis sur autre chose. Donc en fait, c'était très compliqué pour synchroniser la sortie de produit, enfin la sortie de fonctionnalité en même temps. Et il pouvait se passer 2 mois, 3 mois, entre le ship d'une feature sur Android et le ship d'une feature sur iOS, par exemple. Et d'un point de vue utilisateur, c'est compliqué à comprendre quand on fait un post de blog en disant « Ah, ben maintenant, vous pouvez rechercher, vous pouvez avoir les chansons, les paroles des chansons sur l'application. Ah, mais par contre, vous pouvez avoir Android maintenant, et puis iOS, ça sera dans 3 mois. » Enfin, on n'annonce pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça sera codé, donc on n'annonce pas, ça sera plus tard. C'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant pour l'utilisateur. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sur un système de feature team, où l'idée, c'est qu'on a plusieurs équipes qui sont spécialisées sur un domaine de l'application particulier. Par exemple, on a l'équipe Leanback qui s'occupe de toutes les fonctionnalités de découverte et de recommandation musicale. Donc toutes les fonctionnalités du produit qui sont autour de ce sujet-là, c'est une équipe bien identifiée qui s'occupe de ça. Et dans cette équipe, il y a tous les corps de métier pour pouvoir réaliser le produit de A à Z. Donc on a les développeurs mobiles, les développeurs web, les développeurs back-end, des fois des data scientists, un chef de projet, un chef de produit, des testeurs. Voilà, on a une équipe autonome, une petite équipe autonome pour travailler là-dessus. Donc ça fonctionne bien pour shipper des features. Mais au bout du bout, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on a les devs Android qui sont éclatés, les devs iOS qui sont éclatés aussi. Et tous ces gens-là, au final, bah, ils committent dans le même repo Git. Tous les développeurs Android committent dans le même repo Git. Tous les développeurs iOS sont soumis à la validation Apple, donc on doit faire une build à un instant T pour aller la soumettre à Apple. Et ça peut poser quelques soucis. Je vais prendre une analogie. Je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître au moins un voisin de palier. L'avoir croisé, pas forcément connaître son nom et toute sa vie, mais au moins avoir croisé et savoir qu'il habite à votre palier. Donc il y a une très bonne communication à l'intérieur des team features. Mais le jour où vous avez une fuite d'eau dans votre appartement, il vaudra mieux connaître le gars du dessus ou le gars du dessous. Parce que soit c'est le gars du dessus qui fuit, soit c'est vous qui inondez la personne qui est en dessous. Et c'est un petit peu le même principe quand il y a des soucis dans l'application. C'est plus trop la team feature qui doit être sur le pont, mais c'est la team techno, donc les gens qui committent le même code, qui utilisent le même code, qui doivent travailler ensemble. Donc du coup, il faut arriver à garder cette cohésion entre les développeurs du même techno pour évoluer. Il y a un développeur qui dit « Ah ouais, j'ai trouvé un super package Gradle, je veux l'inclure dans le projet. Est-ce que les autres sont d'accord ?» Parce que peut-être que pour la team ads, c'est cool, mais peut-être que ça va entraîner un problème de performance pour les autres devs dans les autres équipes. Donc il faut se synchroniser. Et un des moyens qu'on a pour synchroniser, c'est un petit déjeuner. Tous les mercredis matins pour l'équipe mobile, on tourne en fonction des jours. Alors on fait un petit peu de pâtisserie et on découvre des choses assez cool. Alors je suis désolé, je suis du sud-ouest, donc c'est une chocolatine. Voilà, ça y est, je viens de diviser la salle. On a tenu
34 minutes sans troller. C'est quand même bien. Mais alors, c'est pas n'importe quelle chocolatine, c'est une chocolatine qui a été faite par un tourrier. Est-ce que quelqu'un connaît ce métier? Donc, c'est le métier de tourrier, c'est un vrai métier. C'est les gens qui tournent la pâte feuilletée. Enfin, la pâte à croissant, la pâte à chocolatine, etc. Il en reste plus qu'un sur Paris. Et donc, ça, c'est une chocolatine, ou un pain au chocolat pour les Parisiens, qui vient du dernier tourrier de Paris. Donc en fait, l'idée dans ces petits déjeuners, c'est de discuter des projets de chaque team feature. Donc chaque développeur Android, chaque développeur iOS va parler un petit peu des problèmes qu'il a, des projets qui sont en cours. Donc c'est une espèce de daily Scrum Meeting, mais qu'on fait qu'une fois par semaine. Et puis on a d'autres initiatives pour avoir cette communication sur un autre axe que l'axe de travail au quotidien. Tous les mardis matins, toute la société prend le petit déjeuner ensemble. Donc on est 280 sur Paris à prendre le petit déjeuner ensemble. Et donc là c'est une communication, donc tous les services de la société, marketing, les ventes, etc. Présentent un petit peu les faits importants qu'il y a dans la semaine à venir. Donc par exemple on a eu Moby qui est venu lundi après-midi dans nos locaux. On fait un concert avec Christophe Maé, s'il y a des intéressés, lundi prochain. Voilà le genre de choses qu'on apprend sur ces breakfasts-là. On a 1 à 2 tech meetings par semaine. Donc le petit déjeuner c'est bien, mais bon, on a les doigts gras, etc. Si on doit regarder du code, si on doit regarder une code review, c'est pas facile. Donc on a des tech meetings, des petits meetings de 30-40 minutes qui sont planifiés 1 à 2 fois par semaine. Où là on peut sortir un sujet technique, on peut sortir un ticket, on peut sortir du code. On peut regarder la documentation d'un projet open source pour savoir si on va l'inclure ou pas dans le code. On a des chaînes Slack par techno qui sont ouverts. Donc moi si j'ai un problème avec l'app Android, je vais pouvoir accéder directement à tous les devs Android et leur poser la question. Et puis on a dans les autres initiatives qu'on a le Brockbag Lunch. Donc en fait un mercredi sur 2, il y a quelqu'un de l'équipe qui présente un sujet le temps de midi. Chacun va chercher son repas, on s'assoit tous dans la cafétéria et puis il y a quelqu'un qui présente un sujet. Donc il y a des sujets très techniques, comment l'équipe de R&D nous fait de la recommandation musicale, pourquoi on vient d'acheter 4 Nvidia GPU pour cette équipe-là. Et puis on a des sujets qui ne sont pas techniques, on a eu la plongée sous-marine, on a eu la musique générée par ordinateur, voilà, on a des sujets un petit peu divers et variés, dont la plupart sont quand même techniques. Et puis on commence à aller faire ces sujets-là dans d'autres sociétés et d'accueillir d'autres sociétés. On a Dailymotion qui est venu nous faire une présentation sur GraphQL, donc pour avoir des API REST où le client maîtrise ce qu'il demande. Et puis on est allé faire chez Algolia, une startup qui fait de la recherche, un BBL sur la qualité audio. Voilà, donc on exporte un petit peu ce concept-là avec des startups qui sont proches de nous. Est-ce qu'il y en a qui font du développement mobile dans la salle, quelle que soit la techno? C'est tout. Développement data, web, 3D, jeux vidéo. Est-ce qu'il y en a qui font du développement dans la salle? Alors là, je vais vous parler d'une problématique donc de mobile. Pour le coup, ça c'est le schéma de l'application teaser Windows Phone 8 il y a 2 ans. Donc depuis, on a plus que doublé le nombre d'écrans. Ce schéma-là, en fait, représente les différents écrans. Ça, c'était notre page d'accueil avant. Et puis, à chaque fois qu'on clique quelque part, quel écran va s'afficher ensuite? Et il n'y a que les liens primaires. Par exemple, si on prend la page artiste, qui est celle-là, vous avez ici les artistes recommandés. Quand vous cliquez sur les artistes recommandés, vous retombez sur la même page. Et du coup, vous pouvez faire ça à l'infini. Donc ça ne représente pas tous les liens, toute la complexité de l'application, mais c'est une vue d'ensemble de l'application. Et en fait, on a un souci avec ça d'un point de vue technique. On a un certain nombre de contraintes qu'on s'est imposées. La première, c'est qu'on ne veut pas naviguer vers le code d'une vue directement. On ne veut pas naviguer vers une page HTML. On veut naviguer vers quelque chose qui va nous dire quelle page HTML afficher pour le web. On veut une manière unique d'accéder à tout ça. De manière à ce que dans le code, ça soit extrêmement simple pour nous de rajouter une vue ou de naviguer vers une vue. On doit pouvoir faire un deep link, je vais en parler après. On veut pouvoir changer à la volée la vue qui est affichée. Je prends un exemple, on a une page album standard aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle page album. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder la nouvelle page album, mais on ne va pas la mettre en production pour tout le monde.
On va la mettre en production pour 10% des utilisateurs et on va voir si elle fonctionne mieux que la version d'avant. Voilà. Et si jamais elle ne fonctionne pas mieux, ben, on reverte. Et ça, on est capable de le faire en live, sans redéployer les applications. Ça, c'est un problème pour le développement mobile. Sur Apple, par exemple, vous pouvez facilement attendre, même si vous êtes un grand nom, comme nous, vous pouvez attendre 3 semaines, 1 mois, avant que votre application, entre le moment où vous la soumettez et le moment où elle est dispo à vos utilisateurs. Donc on ne peut pas se permettre, si jamais on a intégré un bug dans la nouvelle version, on ne peut pas attendre 3 semaines, 1 mois pour rollback ce bug. Donc on fait tout à distance. Et puis on a une des règles, c'est pareil avec la localisation, c'est pareil avec plein d'autres sujets. On essaie de ne pas réinventer le framework de base. On essaie de s'intégrer dans le framework natif, puisque plus on fait des choses custom, plus on aura du mal demain peut-être de l'adapter au nouveau framework qui est disponible sur la plateforme. Donc le deep link, vous pouvez vous amuser si vous avez l'application Deezer d'installer. Normalement, vous prenez n'importe quelle URL sur notre site, vous remplacez HTTP par Deezer, et c'est censé ouvrir l'application sur la bonne page. Ça, c'est important pour plein de raisons. Le premier, ça fait revenir les utilisateurs dans l'application. Ça, c'est un problème de toutes les applications mobiles. Je crois que la stat, c'est pas le chiffre exact, mais il y a globalement 80-90% des applications qui sont jamais lancées plus de 5 fois. En fait, les utilisateurs installent l'application, la lancent une première fois et reviennent quasiment jamais dedans. Donc ça, c'est un moyen de faire revenir nos utilisateurs. On a aussi sur le web, si on détecte que vous êtes sur un mobile, on vous dit télécharge l'app, ou si tu as déjà l'app, lance l'app sur ce contenu-là. Donc c'est pareil, ça fait revenir les gens dans l'application. Et puis ça nous permet de gérer du contenu dynamique. Par exemple, les pages d'accueil de Deezer peuvent ne pas avoir la même tête pour chacun d'entre vous. En fonction de vos écoutes et en fonction des actions que vous faites, eh bien, on va vous proposer des choses différentes sur la page d'accueil. Et en fait, on a juste à envoyer le deep link de la page qu'on veut afficher, et c'est les applications mobiles qui vont faire la redirection de manière automatique. Donc, comment on a implémenté ça? La première chose qu'on a fait, c'est une technique assez simple. Si vous utilisez un framework MVC web, vous avez l'habitude. On a un endroit où on définit des routes, et puis on dit telle route, en fait, il faut que tu exécutes tel code. Donc une activity sur Android, un contrôleur sur iOS, un view model sur Windows Phone. Donc ça c'est bien. Donc on navigue pas vers une vue, on navigue vers un deep link, toujours dans l'application. C'est une méthode simple et unique, quelle que soit la vue qu'on veut afficher. On peut deep linker, on peut changer la vue en live, il suffit juste de changer l'URI mapper. La table de mapping qu'il a, et puis on peut changer, on peut rediriger, aiguiller les pages. Ça s'intègre bien dans les frameworks natifs. Et par contre, on a un souci en termes de performance mobile, c'est qu'on ne peut pas passer un objet. Admettons que vous êtes sur votre liste d'artistes préférés. On a déjà derrière en mémoire un objet artiste avec son nom, sa photo, le nombre de fans. On n'a peut-être pas tous ces albums parce qu'on n'en a pas besoin pour l'écran de liste d'artistes, mais on a quand même quelque chose. Et là, ce qu'on faisait, c'est que comme on naviguait vers un deep link, la seule chose qu'on passait à la page suivante, donc à la fiche artiste, c'était une URI. Donc il fallait qu'il aille récupérer l'ID de l'artiste et qu'il fasse une requête complète au serveur pour récupérer l'information d'artiste. Et le temps qu'on fasse ça, on n'affichait rien, même pas le nom de l'artiste, alors que vous veniez de le voir et de cliquer dessus dans l'écran d'avant. C'est quand même un peu dommage. En termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Donc on a changé ça. Et donc globalement, on a deux signatures de méthode. On a la première où on peut passer une URI. Donc tout notre système avant fonctionne. Et puis on a la deuxième où en fait toutes les pages sont identifiées par ce qu'on appelle un page token. Donc concrètement, c'est une enum qui liste toutes les pages. Et là, on peut passer un artiste. Et du coup, tout notre système toutes nos pages derrière sont capables de gérer les deux. Si elles ont un artiste, elles vont aller juste demander au serveur les informations supplémentaires dont elles ont besoin. Et sinon, elles vont charger un artiste en entier. D'un point de vue code, en fait, donc on a des regex on a un descripteur de page en fait, où on indique une regex pour aller matcher le deep link et on indique le page token. Et notre système de navigation va automatiquement gérer tout ça. Je suis en train d'écrire, on va lancer un blog technique en juin. Et je suis en train de préparer un article sur le sujet. Donc pour les quelques développeurs mobiles qu'il y a dans la salle, vous aurez un petit peu plus d'infos sur concrètement comment on fait après pour l'intégrer dans le système de navigation ou de cycle de vie des différentes plateformes mobiles. Donc après, on se retrouve avec une table où on a la liste des URL qu'on fonctionne. Et puis bien évidemment, comme ça s'est fait petit à petit à travers le temps, Deezer, on va fêter à la fin d'année nos 10 ans d'existence.
Donc, il y a une petite équipe dans un coin Android qui avait créé un deep link que personne d'autre ne supportait. Quelqu'un d'autre qui avait fait pour un partenariat obscur dans un pays un autre deep link spécial. Donc on se retrouve avec une grosse table et puis on voit en fait 10 heures pour Mac par exemple, on peut quasiment rien faire. Windows Phone 8, comme on est la plus petite équipe, il y en a plein qui manquent. Et puis les autres, on ne sait pas trop. Voilà. Donc ça c'est un peu les aléas d'un logiciel qui vit depuis quelques années. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est lister toutes les routes de vos applications. Et je vous conseille d'avoir un document unique qui est partagé par tout le monde. Dès que vous avez une route dans la nature, dès qu'il y a quelqu'un qui l'utilise, vous ne pouvez pas la killer. Parce qu'il peut y avoir des partenaires qui l'utilisent, il peut y avoir des clients qui l'ont mis en favori dans leur navigateur, etc. Donc une fois qu'elle est en ligne, c'est fichu. Quels que soient vos projets, que ce soit les projets web ou mobile, je vous conseille de passer par une URI Mapper. Et puis pour le mobile spécifiquement, on gère du coup les deux chargements, soit par ID, soit avec un objet incomplet qu'il va falloir qu'on complète. Alors ça, je vais vous parler ici de deux choses. Je vais vous parler de qualité des données et d'ergonomie. Quand on a développé la première version de l'application Windows Phone 8, j'ai notre designer qui m'a envoyé cet écran-là. Il m'a dit, vas-y, code-le. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Et bon, c'est plutôt propre. Alors après, on peut discuter ou pas l'ergonomie, le design, mais bon, globalement, on a une pochette qui est graphique. Pareil, on aime ou on n'aime pas, mais la pochette est graphique. Tous les textes tiennent bien, sont bien alignés, il n'y a rien qui dépasse, etc. C'est très bien. Donc je implémente ça. Puis bon, après, je le teste avec des vraies données. Et puis je me retrouve avec Maurice. Alors Maurice, c'est un artiste, hein. C'est un vrai artiste, je vous interdis de dire le contraire. Par contre, c'est un artiste qui a du mal à s'exprimer. Il n'a pas de photo, il n'a pas de discographie, il n'a pas de titre, il n'a pas d'artiste similaire, il n'a pas de biographie. Mais il a un nom et c'est un artiste. Et alors en soi, c'est déjà quand même quelque chose d'important. Ça, il faut qu'on le gère. Et le problème, c'est que les chefs de projet, les chefs de produit, les designers, ils ne travaillent pas avec de vraies données. Ils choisissent toujours leurs données pour que ça soit sympa, pour que ça soit joli, pour que ça ait un bel effet. Puis après, vous, derrière, vous codez le truc, puis vous le branchez sur la base de prod, et puis vous avez plein de choses bizarres. Donc par exemple, ça, c'est un artiste, ils n'ont jamais prévu le cas en fait, d'avoir un nom qui est trop long. Donc sur le site internet, ça c'est un défaut qu'on a encore aujourd'hui en prod sur le site. Sur le site internet, vous ne verrez jamais le nom complet de cet artiste. Il n'y a aucune page qui affiche le nom complet de cet artiste. Il faut ouvrir la console de Chrome et regarder le JSON qui passe. Bon. Sur des styles musicaux, ça pose un vrai problème. Le classique, par exemple, les noms de titres dans le classique sont extrêmement longs. Et ça, l'interface n'est pas malheureusement prévue pour gérer ce genre de cas. Pourtant, il y a des petites choses que vous pouvez faire. Ça, c'est un schéma qui a été fait par Scott Urf, qui n'est pas forcément très connu, mais par contre, il a récemment travaillé sur un produit que vous devez connaître, qui s'appelle Tinder. Donc c'est lui qui est à l'origine du swiping des cartes dans Tinder, donc qui est globalement à l'origine de Tinder, qui a dit, on ne devrait pas sortir un écran, quelles que soient les phases, donc les phases de mock-up, les phases de design ou les phases de production, sans avoir ces 5 états-là. L'état idéal, où on a toutes les informations, tout est propre, etc. Donc ça, en général, tout le monde pense à faire cet état-là. L'état d'erreur, ça, il y a un petit peu moins de gens qui y pensent. L'état où on n'a pas toutes les informations. Donc là, je vous ai déjà montré dans la présentation 2 cas pratiques. Le premier, c'est avec le navigation, quand on récupère un objet qui est incomplet, mais on peut déjà afficher des choses, mais il faut quand même qu'on affiche un loader parce qu'on est encore en train de charger des données. Ou le cas où on n'a vraiment pas toute l'information. Mais il faut quand même avoir un écran qui est utile pour l'utilisateur. L'état de chargement et l'état vide. Vous affichez la liste de vos playlists, mais vous n'avez jamais créé de playlist sur Deezer. Donc il ne faut pas avoir un écran qui est complètement vide. Il faut utiliser cet écran-là pour proposer quelque chose à l'utilisateur. Ça, c'est très important en termes d'ergonomie, en termes de compréhension, et puis derrière, en termes un peu plus business, puisque du coup, l'utilisateur comprend mieux votre application et va potentiellement plus l'utiliser, plus l'acheter ou plus vous rapporter. Donc là, c'est 2 applications. La première, c'est une application de VOD, où si vous n'avez pas liké des shows, vous dites regarde ce qu'il y a en ce moment de trendy, il y a peut-être des choses qui vont te plaire. Et ils auraient pu aller un petit peu plus loin en proposant déjà, en affichant en fait des shows.
Comme ça, on n'a pas à cliquer et avoir une navigation, mais on aurait pu avoir quelque chose ici. Et puis, il y a une deuxième utilisation classique des états vides, c'est le tutoriel. Donc là, c'est une appli de recettes de cuisine qui vous dit bah ouais, vous n'avez pas de recette de cuisine que vous aimez, mais par contre, regardez, partout dans l'application, si vous cliquez ici, ça va se retrouver là. Donc ça éduque l'utilisateur sur la manière d'utiliser votre application. Donc ça, c'est 2 exemples, mais il en existe des tonnes. Pour ce genre de site, si vous n'avez pas trop fait d'ergonomie, je vous conseille le site Patterns, qui en fait liste plein d'applications sur plein de plateformes différentes et plein de cas spécifiques, donc afficher des listes de produits, faire un choix, etc. Et ils vous montrent plein d'exemples d'applications. Ils ne jugent pas de la qualité, ils vous montrent juste des exemples. Mais ça peut vous inspirer ou vous donner des idées pour vos interfaces. Et pour aller plus loin sur ce sujet-là, moi je suis assez convaincu que même en tant que développeur, on doit réfléchir un petit peu au design et puis pas mal à l'ergonomie. J'ai déjà abordé ce sujet-là plusieurs fois. Je pense qu'on a une vraie plus-value à être dans ces discussions-là. Déjà parce qu'au bout du bout, c'est nous qui le développons. Donc si on ne comprend pas les intentions en amont qui ont été faites par le designer ou le chef de produit, ben on risque de ne pas retranscrire ça complètement. Et puis parce qu'on sait ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc d'ajuster aussi ce qui est travaillé en amont. Et je vous conseille plusieurs ressources. Ça, c'est la vidéo d'une conférence que j'ai fait sur les bases du design et de l'ergonomie. Designing Product People Love, c'est le bouquin qu'a écrit Scott Urf, donc qui a fait le schéma, où il explique ça, mais en un peu plus complet. Et Sprint, c'est un bouquin qui a été fait par un designer de chez Google Ventures, où ils expliquent en fait leur process pour partir d'une idée et arriver à un prototype qu'ils ont validé auprès d'une population d'utilisateurs. Voilà, donc c'est assez intéressant et c'est assez facile à lire. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en ergonomie ou en management ou en marketing pour lire ça. C'est abordable par tous. Alors je vais parler d'autres opérateurs. Pour le coup, c'est tous les opérateurs qui sont concernés, pas que celui que j'ai pas dit. Et puis les téléphones portables aussi. Donc là, c'est un petit peu le même cas que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le if modified since. Plusieurs commentaires du store, mais là en plus des employés de chez Deezer qui viennent nous voir à notre bureau qui disent ça marche pas encore ce matin dans mon trajet de métro, j'ai eu le problème. J'ai la 4G, mais l'app Deezer est offline. Et là on part de ça, et pareil, aucune info sur la télémétrie ou quoi que ce soit. Donc j'y suis allé un peu fort sur ce coup-là. C'est-à-dire que j'ai intégré en fait un espèce de spy à l'intérieur de l'application Deezer, juste pour les employés, je précise, qui en fait mesurait la qualité du réseau, mesurait la qualité qui était affichée par le téléphone, notamment sur Android. En fait, vous pouvez récupérer le signal strength, donc vraiment l'info qui est à la base du curseur d'indicateur de réseau sur le téléphone, et la position GPS, est-ce que le téléphone est en mouvement, on va l'accéléromètre, etc., etc. Et j'ai établi une carte qui en fait montre la différence entre la qualité réelle du réseau et la qualité affichée. Donc plus la barre est haute, plus le téléphone vous ment. Voilà. Et vous voyez, on a un peu tous les opérateurs, Bouygues, SFR, Orange, Pritel, et puis on en a d'autres en dessous. Donc globalement, c'est un phénomène qu'on constate sur tous les téléphones, tous les cartes SIM, quelle que soit la version d'Android, quelle que soit la marque du téléphone. Alors je regarde un petit peu ce qui se passe autour, est-ce qu'on est les seuls à repérer ça? Et puis vous vous rappelez peut-être de l'antenna gate à la sortie du téléphone de l'iPhone. Si on tenait l'iPhone d'une certaine manière, poum, on n'avait plus de réseau. Donc ça c'est le communiqué officiel, communiqué de presse officiel d'Apple. Et puis il y a 2 passages particulièrement intéressants. Le premier, tenir quasiment n'importe quel téléphone va réduire sa réception de 1 ou plus de barres. Ok. Mais effectivement sur l'iPhone, l'iPhone 4 c'est plus important que le reste. Et puis à côté, en même temps, il y a des utilisateurs qui nous disent que la réception de l'iPhone 4 est meilleure que la génération d'avant. Donc ils sont dans le même cas que nous. Il y a des utilisateurs qui nous disent ouais c'est nul, et d'autres utilisateurs qui nous disent ah mais c'est super. Donc on a un problème. Et Apple met dans ce communiqué de presse comment on peut expliquer tout ça. Donc visiblement même Apple n'a pas trop compris le truc, enfin du moins les relations presse d'Apple. Et puis un petit peu plus loin, ils disent ah ouais au fait on s'est trompé sur notre algo, on enlève peut-être ou on ajoute peut-être 2 barres sur 4. Juste comme ça, alors qu'on ne devrait pas le faire.
Donc en fait, oui, il se trouve qu'il y a un algo derrière le signal. Ça, c'est des raisons de particularité de traitement du signal. Je vais prendre un exemple qui est tout simple. Les téléphones sont connectés à des cellules. Entre deux cellules, hein, vous avez une drop de connexion qui peut être de quelques secondes ou microsecondes, le temps qui bascule d'une cellule à l'autre. Ben, le téléphone ne va pas vous afficher ce drop parce qu'il estime que vous allez retrouver le réseau. Donc on ne va pas changer l'état visuel du réseau. On va attendre un petit peu et puis si jamais on se rebranche sur une autre cellule, bon, bah, c'est OK, on a la même qualité de réseau. Et pour plein d'autres raisons, en fait, le signal réellement perçu par l'émetteur-récepteur GSM n'est pas la valeur qui est passée par-dessus. Il y a un algo qui passe dessus et qui va attendre un petit peu avant de mettre à jour le truc. Donc du coup, je suis tombé sur une autre étude dont vous avez le lien en bas. Donc ce graphique-là, en fait, montre la différence entre les téléphones qui affichent que vous avez du réseau LTE et si vous avez vraiment du réseau LTE ou pas. Donc ce que ce schéma veut dire, c'est que si vous êtes en Corée du Sud, 91% du temps, quand il y a marqué LTE sur votre téléphone, bah, vous avez vraiment la qualité LTE. En Russie, c'est 42% du temps. Et en France, c'est 50% du temps. Voilà. Après, vous comparez avec comment dire, les politiques d'ouverture de ces pays-là, de liberté d'expression, etc. Et c'est assez intéressant de comparer ces données à la qualité du réseau. Mais globalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on prend les gros pays, USA, Australie, UK, France, Italie, Germanie, ben on est entre 67 et 47% du temps où le téléphone a vrai et nous indique une vraie valeur. Donc ça, en fait, c'est un problème universel et on peut concrètement rien y faire pour ça. Et alors c'est un mal lisible là sur ça, mais ça c'est un commentaire de code qu'on a dans une classe en fait qui gère une partie du streaming audio. Et donc je vais vous le lire. En fait, il y a marqué qu'en 3G, on a un débit minimum de 2 mégabits par seconde pour quelqu'un qui est stationnaire. Et si c'est un utilisateur qui marche, on passe à 384 kilobits. Donc ça aussi, il faut le savoir. Dès que vous êtes en mouvement, vous perdez considérablement votre débit. Et pourtant, votre téléphone, il va toujours vous afficher le même nombre de barres et la même qualité de réseau. Et le fait qu'il y ait marqué 3G ou 4G, c'est juste le protocole qui est utilisé pour communiquer avec l'antenne. C'est tout. C'est pas du tout une information de qualité du réseau ou même de qualité de la connexion Internet qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un problème qu'il faudrait résoudre du point de vue des constructeurs de matériel et un peu des opérateurs. Mais ça nous dépasse et donc c'est bien que vous le sachiez. Mais c'est un peu compliqué d'un point de vue utilisateur de travailler là-dessus. Et puis, malgré tout, en tant que développeur, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit. La première chose, c'est que des utilisateurs qui sont en 4G seront de temps en temps des utilisateurs en 3G. Parce que justement, il y a tous ces problèmes-là. Et ça va jusqu'à un utilisateur en 2G qui, des fois, sera un utilisateur qui sera déconnecté. Donc il faut vraiment que dans toutes vos applications mobiles, mais même, j'irais jusqu'à dire web, vous gériez le fait que l'état par défaut, c'est un état sans réseau. De passer quand vous concevez vos applications, de passer dans ce mode-là. Par défaut, mon application, s'il n'y a pas de réseau, elle ne doit pas fonctionner. Moi, j'ai un test très simple. Quand on me donne une app à tester sur ce genre de choses, je lance l'app, je prends le téléphone et je le mets dans le micro-ondes. Alors, je n'allume pas le micro-ondes, je vérifie que le micro-ondes soit propre avant de faire ça. Mais en fait, ça fait cage de Faraday, ça coupe instantanément toutes les connexions, ce qui est beaucoup plus brutal que d'aller dans le panneau de configuration, faire mettre en mode avion, et puis dans ce cas-là, il y a des events qui sont levés, et peut-être que les développeurs vont gérer ces events-là. Là, ça coupe la connexion, donc c'est comme si vous rentrez dans un tunnel. C'est le même phénomène. Et bien, il y a plein d'applications qui crashent juste en faisant ça. Et ça fait partie de nos tests à l'embauche pour les développeurs mobiles. Donc il y a plein de développeurs qui passent à côté juste avec cette étape-là. Ensuite, les requêtes doivent être les requêtes dites interactives, donc les requêtes qui sont liées à une action de l'utilisateur. Je clique sur un album pour aller voir sa fiche. Vous devez limiter le temps. Vous ne devez pas attendre le timeout classique. Mais en fonction de ça, vous devez limiter en fait ce qu'on appelle le temps perçu. Donc je vous ai mis un lien derrière cette présentation qui explique ce que c'est le temps perçu. Globalement, en fait, le cerveau humain, en dessous d'un certain nombre de millisecondes, ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un moment donné où il considère vers une seconde à peu près, un peu moins d'une seconde, que c'est un temps normal. Et au-delà de 10 secondes, il considère qu'il y a un problème. Et en général, l'utilisateur, au-delà de 10 secondes, quitte l'application ou arrête de faire ce qu'il veut, etc. Donc si vous avez un timeout qui est supérieur à 10 secondes, ben, la plupart du temps, quand vous avez un réseau instable, l'utilisateur arrêtera d'utiliser votre application. Alors que si vous réduisez le timeout et que vous gérez l'état offline ou l'état d'erreur,
ben là, l'utilisateur a plus de chances de continuer à utiliser votre application. Et ces règles sont pour moi valables sur le web, sur les devs web. En HTML5, on a des service workers qui peuvent faire tout un tas de choses, des requêtes en background, etc., qui pourraient prévoir un petit peu ce que peut faire l'utilisateur et faire des requêtes anticipées. Voilà, donc il y a plein de choses à discuter là-dessus qui sont assez intéressantes. Alors on est sur la dernière brique que je voulais vous montrer sur le travail de dev et notamment la perception qu'on peut en avoir quand on n'est pas développeur. Donc chez Deezer, je vous expliquais, en fait, l'équipe de développement représente entre guillemets une minorité dans la taille de la société. 80, 100 vs 400 employés dans le monde. Et pourtant, on a trouvé des moyens en fait, d'adresser des problématiques qui sont relativement efficaces et que d'autres services n'ont pas forcément pu explorer parce que ce n'est pas dans les habitudes du métier, ce n'est pas dans les habitudes du marketing de travailler en sprint, de travailler en agile, alors que ça l'est pour nous. Je vous parlais tout à l'heure de Site Reliability Engineering, donc qui est terme employé chez Google. Ben, les SRE chez Google, 50%, ce ne sont pas des gens qui viennent de l'admin 6 classique, mais c'est des ingénieurs, des développeurs, mais qui font du réseau, qui font de l'infra. Et donc en fait, ils ont apporté leur technique de travail dans ce monde-là. Et donc ça, en fait, c'est un projet de collaboration entre les services des ressources humaines et les services dev, et notamment les services recrutement. En fait, on a commencé à les familiariser un petit peu plus au monde du dev. Donc on a ici Guillaume, qui est Technical Recruiter Manager et développeur HTML à ses heures perdues. Donc, s'il vous plaît, ne lui demandez pas de vous montrer les trucs parce qu'il y a des photos de moi sur son HTML. Mais il fait du code HTML, il fait du code JavaScript. Et donc, on les a initiés comme ça à la fois au code, mais à la fois aux techniques de développement, à la manière dont on travaille, à la manière dont on part d'une idée pour arriver à un produit qui est fini en production et qu'on peut suivre. Et l'une des choses qu'on a fait, c'est implémenter la méthodologie agile Kanban pour gérer les candidatures. Donc ça, c'est un slide que j'avais fait pour la formation Kanban. Qui ne connaît pas Kanban ici? Ok. Donc en fait, Kanban, c'est une méthodologie qui a été inventée par Toyota pour fabriquer les voitures. À la base, l'idée, c'est de travailler en flux tendu, donc de ne pas avoir toutes les pièces, pas avoir des bacs entiers de pièces pour créer des voitures, mais d'avoir juste le minimum pour la production en cours. Et puis dès qu'il nous manque des pièces, enfin juste avant qu'il nous manque des pièces pour construire les prochaines voitures, on redemande à l'usine avant qui fabrique ces pièces de nous en envoyer. Et du coup, comme ça, on n'a pas des stocks énormes de pièces qui coûtent de l'argent, mais on a juste ce qu'il faut pour assurer le travail. Appliqué au développement logiciel, l'idée c'est de dire que pour une tâche, une fonction que vous avez à développer, il faut y réfléchir un peu des fois, il faut la développer, il faut la tester, faut la mettre en production et puis surveiller que ça se passe bien en production, puis après elle est réellement finie. Donc il y a un certain nombre d'étapes qu'on peut ajuster, il y a plus ou moins d'étapes en fonction du projet sur lequel vous travaillez, mais globalement il y a un petit cycle comme ça qui est assuré par tout le monde. Et l'idée c'est qu'un développeur ne peut pas travailler sur 15 tâches à la fois, parce qu'il est obligé de switcher entre d'une tâche à l'autre, donc il oublie, il faut qu'il se remette dans le bain, c'est compliqué, donc on va limiter le nombre de tâches par étape. Et puis la deuxième chose qu'on va faire, c'est que si jamais en test, il y a plein de tickets et que le développeur continue à coder, ça va ne faire qu'ajouter du taf et un goulet d'étranglement sur le test. Donc dans ce cas-là, le développeur, il doit aller voir le testeur et dire comment je peux t'aider à avancer ça. Parce que si à la fin de la chaîne, j'ai un empilement, le flow ne va pas être continu. Il va y avoir une rupture à un moment donné. Donc on essaie en fait d'avoir un flow de travail qui est continu. Donc on réfléchit à ça. Ensuite on a commencé à maqueter sur un mur en vitre la job board, donc vraiment là où on allait mettre les post-it, les colonnes, etc., à réfléchir dessus. Et puis ensuite on l'a rempli avec des post-it. Et aujourd'hui, si vous candidatez, alors peut-être pas pour les stages, je sais pas si tu le fais pour les stages. Voilà. Pas encore, mais bientôt. Candidater, ça le fera. En fait, à chaque fois que vous candidatez, il y a un post-it qui est créé quand vous atteignez une certaine étape et qui va suivre en fait votre processus de candidature. Donc là, je voulais m'arrêter 2 secondes sur les post-it. Est-ce que vous savez comment on fait pour décoller un post-it?
Ouais, vas-y. Ok, donc je vais le refaire pour que tout le monde voit. Je vais coller ton post-it ici. Hop. Ouais, il arrive à tenir. Donc ce qu'il a fait, c'est quelque chose de classique. Donc là, la bande collante est sur le dessus. Il a pris le post-it et il l'a décollé. Vous faites tous comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait différemment? Ouais? Tu fais comment? Alors, sur le côté, et toi? Donc sur le côté, tu me dis si j'ai correct? Comme ça. Ah, c'est mieux déjà. Non? Ouais, le mur est pourri ici. On va le faire ici. Là. Donc, lequel est le mieux? Là, c'est décollé sur le côté et là, c'est décollé par-dessus. Ouais, sur le côté, c'est quand même vachement mieux. Hein. Voilà. Donc, c'est cool, vous avez appris à décoller des post-it. La deuxième technique qui demande un peu plus d'entraînement est par le dessous. Donc, ça demande un peu plus d'entraînement parce qu'il faut tirer en fait d'un coup sec le post-it. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous entraîner à coller et décoller des post-it. Et là, vous voyez en fait que quand on fait ça, on a un mur qui est complètement nickel, complètement plat. Alors, par contre, on a une petite technique pour ça, c'est qu'on n'utilise pas vraiment des post-it. On utilise des post-it magnétiques à électricité statique, qui en fait, normalement, alors je fais le test et à chaque fois j'arrive à trouver une surface sur laquelle ça colle pas, mais normalement c'est censé coller sur n'importe quoi. Et on peut le déplacer, et ça tient. Voilà. Donc ça coûte pas si cher que ça. C'est un peu compliqué à trouver parce que c'est pour l'instant en France, c'est qu'en expédition en ligne. Mais comme ça, on a des post-it qui tiennent et surtout qui peuvent rester plusieurs semaines, le temps du process d'embauche, sans tomber. Alors que des post-it comme ça, au bout de quelques semaines, ça colle pas tant que ça. Ben voilà, j'ai fini mes 9 petites histoires de 10 heures. Merci d'avoir écouté pendant un poil plus d'une heure. On est là pour répondre à vos questions. Et c'est open bar. Donc tant qu'on est capable de répondre, on répond. Voilà. Merci à tous.